Comment ils vont? Le tremblement de terre que je redoutais est arrivé. Adrian Newey va quitter Red Bull Racing. Vous ne rêvez pas, cette fois c'est officiel. Alors on s'y attendait, mais bon, il y a quelques infos croustillantes qui donnent des indices sur sa prochaine destination. On va en parler dans cette vidéo. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Miami. On va décortiquer cette news incroyable. Pas mal d'upgrades arrivent et pour échanger les choses, Ferrari est sous pression. On repart sur un format sprint. On est sur l'une des previews les plus importantes de la saison. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de l'actu de la F1, tu sais quoi faire. Abonnement, pouce levé, et surtout passe une bonne vidéo. Ça fait 30 ans. 30 ans que la F1 a vécu l'un des pires week-ends de son histoire. 30 années que Roland Ratzenberger et Ayrton Senna ont perdu la vie sur le circuit d'Imola. C'était en 1994 et il y a eu un avant et un après ces 3 jours terribles. Alors dans cette partie, l'idée n'est pas de revenir sur ce qui s'est passé dans le détail. J'ai raconté toute l'histoire dans cette vidéo et je vous invite à aller la voir après la preview. Faudra être bien accroché par contre. Le sujet est difficile et vous verrez que moi-même j'ai eu du mal à terminer ce récit. Tout ça pour vous dire, et même si Imola c'est dans 2 semaines, que ça fait 3 décennies que la F1 a perdu sa légende et qu'il est important de le commémorer. Parce que ce 1er mai 94, tous ceux qui l'ont vécu savent où ils étaient et ce qu'ils faisaient ce jour-là. Oui, c'est ce genre de jour. Je pense qu'on ne peut pas imaginer le vide et surtout la crise qui ont suivi ce week-end-là, et c'est pour ça que je vous invite à vous renseigner dessus. C'est un moment hyper sombre et hyper important pour la Formule 1, qui a donc dessiné une partie de son futur, notamment au niveau de la sécurité du sport. Pour en revenir à Senna, parce que c'est important, la plupart d'entre vous le savent, mais c'est la légende de la Formule 1. Un pilote unique, mystique, magique. D'ailleurs, c'était son surnom. Un immense champion, probablement le plus rapide de l'histoire intrinsèquement, immense dans toutes les situations. Controversé aussi, bien sûr, la définition d'un grand champion dans ce sport. Donc voilà les gars, juste pour vous dire que cette semaine est importante, parce que ça fait 30 ans, tout simplement. Vous l'avez vu parce que c'est sorti la semaine dernière. Merci Daniel, a signé chez Sauber sur un contrat pluriannuel et pilotera donc pour Audi en 2026. Et oui, on se posait beaucoup de questions sur la paire qui allait piloter pour les Allemands, et bien on a le premier pilote. Alors rien de complètement fou ici, hein. La rumeur était vraiment très forte, mais c'est important, parce que ça donne une direction et une dynamique au marché. Ça fait une place de moins chez un constructeur pour 2026, et ça compte vu les places disponibles. Et avant d'aller sur l'impact de cette décision, je vous propose de parler un peu de ce choix. Parce qu'on peut se demander d'abord pourquoi ils l'ont choisi lui. Je vais vous donner un petit élément de réponse. D'abord, Hülkenberg, c'est un pilote qui a de l'expérience. 14 saisons en Formule 1, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Il est quand même assez rapide, même si clairement on parle pas d'un crack. Il est probablement pas hyper cher, ça peut jouer aussi. Et enfin, il est allemand. Et ça c'est très important. Après en vrai les gars, selon moi, c'est son expérience qui prime. De nos jours, c'est vraiment très important. Mais ce qui va compter aussi, c'est l'impact que ça va avoir. Parce que ce que ça veut dire d'abord, c'est qu'au minimum, l'un des 2 pilotes actuels va sauter. Bottas ou Joe, allez part. On sait qu'il y a des clients sur ce baquet, je vous laisse spéculer en commentaire. On en parlera plus en détail quand il y aura du nouveau. Par ailleurs, bien évidemment, ça libère un volant chez As. Berman, je te regarde. En vrai, j'ai super hâte de voir ce qui va se dessiner pour la suite, il y a moyen que ce soit vraiment intéressant. Gardez l'œil ouvert sur ce Grand Prix de Miami les gars, parce que les équipes vont amener pas mal d'upgrades. Et oui, les choses sérieuses commencent. D'abord, McLaren. Hyper intéressant chez eux parce que la dynamique va vraiment dans leur sens. Ils ont fait un super week-end en Chine alors que c'était pas prévu, et à Miami, ils auront des nouveautés sur la voiture. Alors dans un premier temps, attention, l'équipe a bien précisé qu'il ne fallait pas s'attendre à une amélioration aussi importante que ce qu'on a pu voir l'an dernier. Après, ils ont beaucoup communiqué dessus, on sait qu'ils attendent ce package avec impatience. Donc en vrai, si leur équipe technique est toujours aussi affûtée, il y a moyen qu'on voit des choses intéressantes. Andrea Stella espère que ces changements vont apporter une progression significative quand même, à savoir qu'ils sont mis en place notamment pour améliorer la dégradation des pneus. Miami pour ça sera un vrai test parce que vous l'imaginez, il va pas faire froid. On en parle en fin de vidéo. Mais il n'y a pas que les oranges qui vont apporter des nouveautés. Et oui, un autre top team va essayer de se remettre dans le droit chemin à Miami, c'est Mercedes. Là aussi on est sur un package assez important, donc il y a pas mal d'espoir. Après attention encore une fois avec eux. L'équipe manque de confiance et on a bien vu sur les dernières saisons que c'est presque du kit ou double quand ils apportent de la nouveauté. Je vous avais expliqué en partie leurs problèmes dans cette vidéo. Et quand tu connais l'origine de tout ça, même si c'est qu'en partie, t'espères vraiment qu'ils toucheront leur cible ce week-end. Sinon on est vraiment mal barré à Brackley, comme si on n'était pas déjà. Bref, ces améliorations sont mises en place pour corriger les problèmes d'équilibre de la voiture, et faut prier pour qu'ils aient un effet sur sa perf. Petit point très rapide sur Alpine, parce que chez eux aussi il y a de la nouveauté. D'abord, l'équipe a réussi à déployer toutes les évolutions de la Chine sur les 2 voitures, donc Pierre va aussi en profiter. Je vous rappelle qu'ils auraient fait gagner pas moins de 4 kg à la voiture, ce qui est significatif. Par ailleurs, l'équipe a annoncé la nomination de David Sanchez au poste de directeur technique exécutif, et c'est très important. Sanchez, c'est un ingénieur d'expérience qui avait commencé chez Renault au moment des titres, et qui avait passé du temps aussi chez Ferrari. Vous le savez peut-être, mais il avait fait un passage chez McLaren récemment qui n'avait pas vraiment abouti. Enfin, une bonne nouvelle pour Alpine sur le papier. Immense séisme dans le monde de la F1, Adrian Newey va quitter Red Bull. D'ailleurs, j'en avais parlé en début de semaine dans cette vidéo. J'étais un peu en avance sur le timing, disons ça comme ça. Mais bon, on a eu un breaking, on a des infos. Pas toutes, mais on a des billes,
et tout n'est pas clair. D'abord, vous l'aurez donc compris, Adrian Newey va quitter Red Bull Racing. Ça sera le cas au premier trimestre 2025. Il a donc négocié une fin de contrat anticipée puisque ça devait aller jusqu'à la fin de l'année normalement. Il se retire avec effet immédiat du travail de conception chez les Autrichiens et continuera à assister à certaines courses spécifiques avec eux en 2024. A noter que jusqu'à la fin de son contrat, il se concentrera sur le développement de la RB17, donc la première hypercar de Red Bull. Bon, il y a plusieurs choses intéressantes dans tout ça les gars. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, il pouvait se passer pas mal de choses, et celle-là était assez inattendue. En fait, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est qu'on le retire du programme F1 avec effet immédiat. Parce que ça veut dire qu'il ne bossera plus sur la voiture, et surtout qu'il ne sera pas sur celle de 2025. Et ça c'est important. Alors j'avais dit que le travail de son équipe avait pu être sous-coté, ce que je pense toujours, mais c'est vrai que ça aura certainement un impact quand même s'ils perdent leur tête pensante. Évidemment. Mais du coup les gars, pourquoi on le retirait du programme au lieu de profiter de lui sur la F1 jusqu'au bout? Est-ce que ce serait pas en vue d'un transfert vers une autre équipe? Probablement. Et là ça change tout. En quittant le programme immédiatement, il se met dans la période de jardinage dès aujourd'hui, et se rend donc disponible à la même période l'année prochaine. Or, s'il est dispo en 2025, il pourra bosser sur une voiture 2026. Et voilà mesdames et messieurs, je viens de démonter l'un de mes arguments du début de semaine. Ça arrive, c'est comme ça. Mais avant de parler de ce qu'il peut faire après, évoquons les raisons de son départ. Dans un premier temps, il se dirait que l'évolution de ses responsabilités l'aurait déçu au fil des années et qu'il serait donc chaud d'avoir un peu de changement à ce niveau-là. C'est très vague, mais c'est comme ça. Ensuite, il y a les polémiques. Clairement, l'affaire Horner aurait déclenché beaucoup d'inquiétudes chez Newey. La bataille interne avec Marco, tout ça, vous connaissez. Et je vous l'ai déjà dit, cette affaire, c'est l'arbre qui cache la forêt puisqu'il y a une immense lutte de pouvoir chez Red Bull. En fait, selon la plupart des sources, Newey ne se serait jamais intéressé à toute cette politique, et donc il aurait décidé de sortir de cet environnement toxique. On peut le comprendre. En vrai, c'était sûr que cette affaire allait faire vaciller l'institution. Là, pour Red Bull, c'est très dur à tous les niveaux. L'image en prend un coup, la structure aussi, et quand un Jos Verstappen déclare que l'équipe est en danger et qu'elle pourrait s'effondrer, tu te dis qu'il est tout à fait possible qu'il perde un Max Verstappen en plus. Vous connaissez mon avis là-dessus, j'en ai parlé en détail dans cette vidéo. Donc c'est très chaud pour Red Bull, ce départ va avoir d'autres conséquences c'est sûr, et en vrai on n'est pas au bout de nos surprises. Pour finir sur la destination de Newey, parce que c'est ça que vous voulez savoir je le sais, et ben tout est encore possible. Il n'a pas annoncé de retraite, il sera libre dans 1 an a priori, donc il est tout à fait envisageable qu'il rejoigne une autre équipe. D'ailleurs c'est probable. Alors il peut toujours prendre sa retraite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses le lient à la Scuderia. Il a été vu à Bologne le mois dernier, il aurait rencontré Fred Vasseur cette semaine, et on sait qu'il a toujours regretté de ne pas avoir bossé avec eux et avec Lewis. Disons-le, c'est le timing parfait pour une nouvelle Dream Team, donc on pourrait avoir une nouvelle dinguerie. En tout cas, on devrait avoir des nouvelles très bientôt. Vous pensez quoi de cette news incroyable? Ferrari sera sous pression sur ce Grand Prix. C'est la première fois de la saison que vous entendez ça, et c'est normal, parce que le début de saison de la Scuderia a été optimal jusqu'à la Chine. On les a vus P2 derrière Red Bull facilement. Ils ont réussi à inverser la tendance par rapport à l'an dernier, c'est-à-dire que la voiture fonctionne beaucoup mieux sur les pneus et donc performe le dimanche. Mais en Chine, étonnamment, ça n'a pas fonctionné. Les rouges ont été lents en course, ont eu plus de mal sur les pneus et ont vraiment perdu du rythme par rapport à McLaren. Ils ont déçu sur un tracé où ils étaient attendus, donc il va y avoir des attentes sur eux ce week-end. À Miami, on va retrouver des conditions plus proches de l'Australie où ils ont été performants, surtout au niveau des températures. Donc il faudra suivre ça attentivement, surtout quand on sait que McLaren apporte des améliorations importantes. Niveau pilote, ça va être intéressant aussi puisque je vous rappelle qu'il y a eu des petites accroches entre les pilotes à Shanghai, même si Fred Vasseur a dû mettre son nez dans l'histoire depuis. Donc voilà, je suis assez chaud de voir leur dynamique et j'espère qu'on aura une bonne surprise. Checo sera sous pression ce week-end, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'en Chine, ça ne s'est pas vraiment bien passé pour lui. Avec cette domination, ne pas faire P2, c'est un peu chaud. Alors je sais que vous allez me dire qu'il se fait avoir par la safety car, mais en vrai il est plus lent que la plupart des autres pilotes de top team en rythme, et il aurait dû aller chercher Norris. Donc il y a ça, mais on est habitué. Ensuite, il y a les coups de pression qu'il se prend dans la presse vis-à-vis de son contrat. Alors c'est pas énorme, clairement, mais Horner a déclaré qu'il n'était pas pressé de renouveler Checo. Et vu ce qui se passe chez lui, on peut le comprendre. Disons que le mec a peut-être d'autres chats à fouetter. Rendez-vous dans le chapitre précédent si vous n'avez pas compris. Du coup, sachant que Checo a besoin de savoir ce qu'il va faire l'an prochain, il va forcément être sous pression ce week-end. Il va falloir qu'il fasse au moins aussi bien que ce qu'il fait depuis 5 Grands Prix. Disons-le, il est très constant. Le truc c'est que là, la moindre petite erreur peut lui coûter. Il y a des candidats à son baquet, et je pense pas forcément qu'il soit la première option de Red Bull. Mais bon, on verra. Enfin, il aura forcément en tête ce qui lui est arrivé l'an dernier. Rappelez-vous, il partait en pole Max P9, il jouait le championnat, et il a pris 5 secondes au damier. Bref, Checo, bonne chance. Bon bah il y a 2 semaines, chou blanc. Jean-Michel avait visé un certain Pérez pour voir ce qui se passait, et bah il s'est rien passé. Tant mieux pour lui, tant mieux pour moi, tant mieux pour Jean-Michel, tout le monde est content. Ou pas, je sais pas. Mais bon, pas grave, je retente ma chance ce week-end avec un peu d'espoir cette fois. Vous allez voir. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuits, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et pour Miami, les gars, j'ai envie d'aller sur du positif. Je me dis que ça y est, c'est le 6e Grand Prix, la saison est lancée, il y a eu un peu de positif en Chine malgré tout. Et puis en vrai, le sport fait vivre. Je sais tout ça peut vouloir dire beaucoup de choses,
donc j'arrête de vous faire patienter. Mesdames et messieurs, Jean-Michel vous l'annonce, ce week-end, Alpine va marquer ses premiers points de la saison. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, vous connaissez la musique, hein, max facile. Pour le podium, par contre, c'est Norris qui vole la vedette au Ferrari. A noter que le top 10 des Alpines, lui, part d'un peu plus loin. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux, c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit de Miami, clairement pas mon préféré, vous le savez si vous regardez mes vidéos régulièrement. Au calendrier depuis 2022, il offre un tracé intéressant sur le papier qui n'a pourtant pas délivré jusqu'à maintenant. Il est anti-horaire et propose la plus belle marina en plastique de l'année. Désolé pour le sarcasme, je suis obligé. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands qui est plutôt courte. Gros freinage au panneau 100 pour plonger à droite au virage 1. On verra sûrement quelques dépassements ici. Il faudra réaccélérer le plus tôt possible en sortie de virage pour rentrer au mieux dans l'enchaînement des 2 et 3 qui sera challengeant pour les pneus. Là, c'est à fond jusqu'au 4 dans lequel on va rentrer très fort. Attention à ne pas perdre la corde ici, ça va très vite, un peu comme dans les courbes de Suzuka. En arrivant au 7, on va enfin ralentir la voiture. A noter que c'est là que se termine le secteur. Dès la sortie de virage, on passe la ligne du DRS. On pousse à fond jusqu'au 9 où les pilotes vont pouvoir appuyer sur le bouton. Et le DRS s'ouvre dans cette pleine charge qui se fait en légère courbe. Gros freinage au numéro 11 où on va entrer dans la partie la plus lente de ce tracé. Ici, les voitures performantes à basse vitesse seront avantagées. À la chicane du 14, il faudra essayer de rester le plus près possible du pilote qui précède et bien sortir au virage 16 si on veut pouvoir passer la ligne de détection sous la seconde et pouvoir activer son aileron ensuite. Le secteur 3 vient donc de commencer avec la plus longue ligne droite de ce circuit, DRS autorisé bien évidemment. Le gros freinage du 17 devrait permettre au pilote de dépasser, il ne restera plus que les 18 et 19 à négocier, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo du Grand Prix de Miami. On devrait avoir 3 jours similaires avec 28 degrés de prévu et du soleil. Attention à l'humidité qui sera au-dessus de 60% sur les 3 jours par contre. Le programme du Grand Prix de Miami. Soyez attentifs, c'est assez complexe. Vendredi à 18h30, on aura les essais libres et à 22h30 la qualif du sprint. Samedi à 18h, ce sera le sprint et à 22h les qualifs. Et dimanche à 22h, le Grand Prix. Pour ma part, je serai en live sur Twitch pour toutes les séances de ce week-end de course, sauf pour les essais. Et je serai également sur le plateau de Winamax pour pole position. Suivez-moi sur Instagram pour les horaires exacts. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!